Mesdames et messieurs, bonjour. Vendredi dernier, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse, une journée célébrée dans un contexte de progrès ou de recul de certains pays dans les classements internationaux, mais c'est aussi une journée célébrée dans un contexte où des réflexions se font de plus en plus sur l'avenir des médias classiques face au numérique. Les entreprises de presse continuent-elles d'être des entreprises rentables au Bénin? Nous en ferons le débat en décryptage avant de passer au dossier de la semaine qui aborde un sujet très important, la loi sur l'embauche, ses innovations et ses implications. Mesdames et messieurs, bienvenue à Wikeko que nous démarrons tout de suite par le mini-journal présenté par Estelle Espérance Oropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Pour réussir, il faut des sacrifices, des exemples à suivre et surtout un mentor. Il offre sa sagesse dans le but de favoriser le développement d'un autre. Entre le mentor et le mentoré, c'est une relation étroite qui favorise le développement. Louis Koudokbo, Samson Thiomon et Gloria Oni pour plus de détails. Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. Un produit de consommation sur 5 contient aujourd'hui des substances de synthèse ou des métaux toxiques. Ces éléments se retrouvent de plus en plus dans les denrées alimentaires et beaucoup ignorent leur dangerosité sur l'organisme humain. Quels sont les métaux les plus nocifs et leurs effets sur la santé? Monique Torrent, Amandine Agnaboussou. Ils sont considérés comme des éléments naturels.
Les métaux toxiques font partie des roches et des sols. Les métaux toxiques, c'est des éléments chimiques qui sont dangereux pour la santé humaine. Le mercure, le plomb, le cadmium et l'arsenic font partie des métaux très mauvais pour l'environnement. Ils peuvent s'avérer même très toxiques pour les humains. Et l'individu qui est atteint par ces éléments peut manifester des troubles neurologiques, par exemple. Il peut y avoir des problèmes de stérilité dus à une contamination, à une forte contamination de ces éléments. Il peut y avoir des problèmes digestifs. Il peut y avoir des problèmes de malformation, par exemple. Ces métaux peuvent se retrouver naturellement dans les aliments ou du fait d'activités humaines. Les gaz d'échappement, par exemple, les déchets, les odeurs que les usines dégagent dans l'environnement. Il y a aussi les déchets que les usines déversent dans l'eau, par exemple, des huiles. Si vous voyez les huiles des vidanges, par exemple, c'est des huiles qui sont hautement contaminées par des métaux, tels que du plomb, du mercure. Mais on va verser ces eaux dans des caniveaux. Quand il y a l'eau de ruissellement, ces eaux vont drainer ces huiles-là dans les rivières, dans les lacs, dans la mer. Et dans ces eaux, il y a les poissons qui s'y vivent. Il y a les crabes et autres là. Et nous allons consommer ces aliments-là. Vous voyez. Il y a aussi la production que nous faisons. Par exemple, quand je veux faire du jus, par exemple, il y a des machines que j'utilise. Et ces machines sont faites à base de ferraille. Et donc, quand les produits vont passer, et ces éléments vont se dégrader dedans un peu, et quand l'homme va consommer ces aliments-là, il peut être atteint par ces maladies-là. Compte tenu du large éventail d'effets sur la santé, il est essentiel de contrôler les niveaux dans les denrées alimentaires. L'analyse, c'est le but final. C'est l'analyse qui nous permet de dire « Ah, le produit n'est pas contaminé » ou « Le produit est contaminé ». Mais on n'a pas l'habitude de contrôler nos produits parce que, comme on sait qu'on n'a pas ajouté des substances toxiques, on se dit que le produit n'est pas contaminé. Mais c'est faux. La contamination, ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible, c'est un phénomène naturel parfois, c'est un phénomène chimique qui se produit au moment de la production, au moment du stockage, au moment du transport, que nous ne maîtrisons pas. Pour développer un réseau de laboratoires de sécurité alimentaire et environnementale fiable, il est organisé à l'intention des représentants des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, un cours régional sur l'analyse des métaux toxiques dans les aliments. Le Bénin dispose d'une multitude de danses traditionnelles en vertu de sa diversité culturelle. Et les artistes béninois ont tout fait d'allier à cette richesse la musique moderne. Ils ont ainsi su hisser hors des frontières leur tableau de danse et de sonorité. Mais il reste tout de même un défi, celui de créer l'unicité autour d'un rythme identitaire. Rythme et danse du Bénin, c'est un commentaire sur image de Rebecca Adjinoko. Bénin, pays riche en diversité culturelle, fascine à travers ses rythmes et danses. 77 communes induisent au Bénin une diversité incommensurable, qu'elle soit traditionnelle, moderne ou encore moderne d'inspiration. Traditionnelle, la multiplicité est d'autant plus enchanteresse lorsqu'on s'y met. Des rythmes et danses tels le Zenli du Zou, le Tipenti du Nord, Gangon du Plateau et Agbadja du Mono, pour ne citer que cela, reflètent cette réalité. Le Bénin, de ses rythmes et danses traditionnels, s'inspire aussi des tendances modernes. C'est ainsi que les rythmes modernes propres à certains artistes tels le soyoyo, le zekede, le nujiu ont fait leur apparition. On danse même au marché, au maquis tout le monde est mélangé. Des talents urbains flambant neufs comme Faniko, Tiaf, Hypnose et le fameux Vano Baby apportent une touche particulière à la musique moderne béninoise. Le traditionnel, le vin du développement,
tend au jour le jour vers un bicéphalisme assez probant au Bénin. Le démontre bien le tiens système du regretté Stan Torrent. En dépit des failles et décoctions peu digestes qui gangrènent le 4e art béninois, ils sont plus d'un à porter haut et fort les rythmes et danses du Bénin, tant modernes que traditionnels. C'est le cas d'Angélique Kidjo, Zénab Habib, Cécimé Guédou, Nel Oliver. La liste n'est pas exhaustive. Il est indéniable qu'une flopée de rythmes et danses béninoises peine à cartonner à l'extérieur et surtout à se pérenniser dans le temps. Un mal sans doute patent qui révèle les insuffisances au sein du monde artistique béninois. En cette journée internationale de la danse, franchir les barrières et les conflits, réunir les acteurs de la danse autour des rythmes béninois, rehausserait l'identité culturelle béninoise. Voilà, cette note artistique met fin à ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci à vous, Estelle. Nous avons eu droit à de très belles images. Je m'en voudrais également de ne pas vous souhaiter une très bonne fête de la liberté de la presse, même si elle a été célébrée vendredi dernier, Estelle. Merci, Roch. Je vous souhaite l'appareil et j'espère surtout que vous avez fait quelque chose pour honorer la presse béninoise. Et justement, pour honorer la presse béninoise, nous allons parler de la rentabilité des médias classiques à l'ère du numérique. Est-ce que les entreprises de presse continuent toujours d'être rentables mieux que par le passé? Eh bien, nous en discutons dans quelques instants, juste après ceci. Mes invités, ils sont déjà sur ce plateau et avec plaisir, je vous présente Olivier Alochemin. Bonjour. Bonjour Roch et bonjour à tout le monde. La pleine forme. Ça peut aller. Bonne fête à vous. Merci. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois L'événement précis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et en face de vous, Paul Arnaud Deguénon. Bonjour également. Bonjour. Et bonne fête. Merci. Vous êtes le directeur de Bénin Web TV. Vous êtes un média en ligne. Vous allez nous parler tout à l'heure des réalités, des spécificités, de la rentabilité aussi de ce média. Alors Olivier, dites-nous comment se porte votre média aujourd'hui, la presse écrite, puisque vous êtes dans ce secteur. Bon, au plan de la rentabilité, oui. La presse écrite béninoise a connu des crises et ça ne date pas de l'arrivée des réseaux sociaux ou bien des autres types de médias numériques aujourd'hui. Ah bon, la crise qu'elle subit aujourd'hui est antérieure, vous voulez dire? Oui, la crise de la rentabilité de la presse date d'environ 2005-2006. Et c'était dû à quoi? Comment vous l'expliquez? Et quelles étaient les manifestations de cette crise-là? Mais c'est lié à la dégradation du modèle économique. Dans les années 90, si vous vous rappelez, il y avait le matin et ensuite le matinal qui était, disons, très rentable. Les Échos du jour, Golf, Média, qui s'est transformé un peu, c'était très rentable. Oui, c'était rentable parce qu'ils n'étaient pas nombreux sur le terrain. Ils n'étaient pas nombreux et avec le temps... Et comme vous le dites, oui, c'est bien. Avec le temps, avec la multiplication des titres sur le marché, eh bien, la situation s'est dégradée. Et comme le lecteur... Aujourd'hui, nous sommes au moins une cinquantaine de quotidiens, entre griffes. Être régulier. Être régulier, régulièrement reconnu par la HAC, etc., qui sont sur le marché. Et un lectorat en chute libre. Donc, sur ce marché-là, qu'est-ce qui peut permettre à un média
d'être rentable si ce n'est pas peut-être les publicités, sinon le lectorat est en chute libre. Et ça, ce n'est pas dû seulement à l'avènement du numérique, c'est aussi dû à une floraison de titres qu'on a connu depuis une quinzaine d'années environ. Voilà. Au moment où vous parlez de cette crise qui est survenue en 2005-2006, il y a eu la floraison des journaux. Oui. Est-ce que c'est parce que les autres sont venus discuter votre marché avec vous? Parce qu'entre-temps, vous étiez un certain nombre, vous accapariez justement toutes les publicités, toutes les commandes. Est-ce que ce n'est pas dû à cela? Bon, il faut dire que l'éclatement, ce foisonnement-là, a une cause basique. C'est que concrètement, les conditions de travail des journalistes ne se sont pas vraiment améliorées. Et chaque journaliste ayant pris... Parce que moi, par exemple, dès que j'ai mis pied à l'université, j'ai commencé à exercer le métier. Et après, j'ai voulu en vivre. Vous voyez? Et quand vous entrez dedans, vous commencez à enregistrer des arriérés de salaire, Vous claquez la porte, vous allez ailleurs. Et quand vous n'êtes pas satisfait, vous créez pour vous-même. Donc, face à ces conditions de vie qui se dégradent, et vous pensez que le patron s'accapare les biens, vous créez pour vous-même et là vous élargissez le marché. Et dans ces conditions, ce n'est pas une volonté des acteurs de multiplier, non, c'est les conditions dans lesquelles... Mais moi, je suis de ceux qui pensent que c'est les aînés, les premiers acteurs qui ont voulu tout prendre pour eux. D'accord. Qui ont fait que le métier est devenu ce qu'il est. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes bousculé dans votre quiétude par le numérique, par les web TV, les médias en ligne. Arnaud, comment se portent aussi les web médias ou les médias en ligne? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche des repères ou de vos béquilles? Il faut dire que les médias en ligne sont en pleine expansion. Ça a démarré, je crois, depuis 4 à 5 ans environ. Et aujourd'hui, on note que beaucoup sont en train donc de rentrer dans le secteur. Et la rentabilité au niveau des médias en ligne suit le même parcours que les médias classiques. C'est-à-dire que vous avez un journal, vous essayez d'avoir de l'audience, donc beaucoup plus de lecteurs. Et plus vous avez de lecteurs, donc beaucoup d'audience, les annonceurs sont susceptibles de venir vers vous. Et donc c'est le même principe au niveau des médias en ligne. Et donc, chaque média en ligne essaye donc d'avoir ses lecteurs. Et le modèle économique, c'est que soit vous êtes gratuit, ou soit vous avez des abonnements, un peu comme également dans les médias classiques, où il y a des télévisions cryptées, et puis il y a des télévisions ouvertes, comme l'OATB, comme BB24 exactement. Oui. Et donc, c'est le même principe également au niveau des médias en ligne, où vous avez des sites Internet, donc des médias qui sont vraiment ouverts, libres d'accès, et contrairement à d'autres qui ont une page abonnée. Et donc, l'intérêt, l'avantage en fait ici, c'est que la rentabilité ou bien les revenus ne sont pas seulement focalisés au plan local. Puisque vous êtes en ligne, vous êtes beaucoup plus ouvert au monde. Oui. Et donc, vous pouvez non seulement avoir des revenus sur le plan local, mais également sur le plan international. Et c'est là vraiment toute la différence par rapport aux médias. Enfin, une légère différence bien sûr, puisque certains médias, même classiques également, peuvent avoir des revenus au niveau de l'extérieur. Mais vraiment, le phénomène est beaucoup plus ressenti. Et quand je donne par exemple le cas de Bénin Web TV, vous savez, sur le plan local, c'est à peine si dans nos revenus, nos revenus locaux, c'est à peine 5%. C'est à peine 5%. Mais la plupart de vos revenus proviennent de l'extérieur? Tout à fait. La plupart de nos revenus proviennent de l'extérieur parce que quand vous voyez, le Bénin en termes de pénétration Internet est très très faible. Donc on a un marché très très faible.
et qui est en grive. Bon, je ne vais pas dire concurrencer, mais bon, il y a d'abord les médias classiques qui sont là, il y a les médias, beaucoup d'autres médias en ligne. Donc, le marché est tellement faible. Et donc, pour vraiment assurer sa pérennité, vous êtes obligé d'être ouvert sur l'extérieur. Et je donne un exemple. Nous, on a reçu, par exemple, beaucoup de publicités venant du Sénégal, venant de la Côte d'Ivoire, etc., qui sont beaucoup plus difficiles pour les médias classiques. Et parce que moi, j'ai reçu ces publicités juste parce que je suis lu en Côte d'Ivoire, je suis lu au Sénégal. Et même quand vous voyez un peu aujourd'hui, moi, mes statistiques, le Bénin vient en 2e position. Pas que je ne suis pas premier au Bénin, je suis premier au Bénin, pas que je ne suis pas premier au Bénin, mais c'est en termes de proportion. Les gens qui lisent au Bénin sont très faibles. Alors que la France vient en première position en termes par rapport à mon audience. Ah bon? Bien sûr, la France vient en première position. Et pourtant, ma position en France, elle est très faible. Mais la France, il y a beaucoup de gens en France, beaucoup de personnes en France qui lisent beaucoup. C'est à cause des informations que vous publiez ou la publicité que vous faites? Non. C'est à cause de l'information que nous publions. Parce que la première cause de l'audience, c'est d'abord l'information que vous donnez. Donc, si vous donnez de l'information qui intéresse les gens viendront lire. Et ce qui est, comme je le disais, vous n'êtes plus circonscrit juste à votre pays, à votre espérance. Et quand on parle de Bénin, c'est juste Cotonou. Et dans la moindre mesure, quelques autres villes. Et vous voyez combien de personnes vraiment sont à Cotonou qui puissent vous permettre d'avoir une certaine rentabilité. Voyez. Et donc, c'est là vraiment tout l'intérêt des médias en ligne qui font qu'aujourd'hui, bon, les médias en ligne, on ne va pas dire qu'ils sont très rentables, mais bon, arrivent quand même à attirer leur épingle du jeu. D'accord. Alors, Olivier, face au numérique, Arnaud l'a dit tout à l'heure, la plupart de leurs lecteurs ne sont pas ici au Bénin. Non, pas forcément ici. Pas forcément ici au Bénin, c'est à l'étranger. À quel défi êtes-vous confronté aujourd'hui, vous qui étiez habitué à sortir par exemple 1000 exemplaires de votre journal. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à sortir 1000 exemplaires ou bien vous êtes déjà réduit à 10? Nous continuons. À quel défi êtes-vous confronté aujourd'hui et comment vous vous y prenez? Oui, nous sommes obligés d'utiliser les interfaces numériques parce que... vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Et à travers le monde, vous connaissez par exemple Newsweek, le magazine américain très connu, qui a dû fermer. Qui a dû supprimer ses parutions en imprimé pour ne rester que sur le web. Donc, et il y a beaucoup d'autres médias comme ça qui sont obligés de restreindre leurs activités et de se concentrer sur le web. Mais en le faisant, est-ce qu'ils ne réduisent pas également leur personnel, leur charge également? Bon, il y a un redéploiement. Si je ne prends que le cas de l'événement précis, il y a un redéploiement du personnel que vous êtes obligé d'opérer. Amener des journalistes beaucoup plus dans la rédaction web pour pouvoir alimenter cette rédaction-là. Pourquoi? Parce que bon, vous vous rendez compte que le lecteur, il est peut-être à Guangzhou, il est peut-être à Abomey et il est sur sa page web avec son téléphone. Et il faut pouvoir l'intéresser aussi. Vous voyez, donc vous êtes obligé de tenir compte de ça. Et ce n'est pas une restriction qui nous est imposée, mais une réinvention du modèle économique. Nous sommes obligés d'élargir nos horizons et ce à quoi moi je pense aujourd'hui, c'est d'intégrer un outil comme la télé à mon journal. Intégrer un outil comme la télé, comme le font d'autres médias comme Le Monde ou bien, je ne sais pas, d'autres médias, Le Figaro et autres, qui intègrent systématiquement. Donc la presse est obligé d'avoir d'autres interfaces aujourd'hui pour ne pas mourir. Sinon, si nous restons dans la... Oui, c'est... Les journaux en papier, bientôt ce sera la fin. Tous les jours à travers le monde, les journaux classiques meurent. Oui, même la télévision aujourd'hui est en crise. Oui, on parle de l'extinction de l'analogique aujourd'hui au profit du numérique. Bientôt, c'est la télévision numérique terrestre. Vous savez, quand on parle justement de ces entreprises de presse, ce qui les étouffe aussi, il y a les charges, le fixe, les salaires, l'électricité à payer, tout et tout. Mais vous qui êtes de la presse en ligne, est-ce que vous supportez aussi de ces charges? Est-ce que ce n'est pas plus
facile pour vous de faire face à ces différentes charges? Moi, je dirais c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile? Oui, beaucoup plus difficile. Pourquoi? Pas forcément au niveau des fiscs. En réalité, prenez un journaliste de la presse classique qui débarque sur le web. Eh bien, il ne s'en sort pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup plus d'exigences. Évidemment, vous êtes beaucoup plus ouvert sur le monde, c'est un avantage, mais lorsque vous avez plus de pouvoir, c'est plus de responsabilité. Ce qui veut dire que les difficultés ou bien le coût de production de l'information au niveau du web est beaucoup plus élevé par rapport au coût de production au niveau d'un média classique. J'explique. Oui, bien sûr, j'explique. Ah bon? Bien sûr. Comment ça fonctionne? Je donne la journée du vendredi passé ou la journée du mercredi passé où c'était un jour férié chez nous. Donc, il y a beaucoup de presse, notamment la presse écrite, qui étaient au repos. Mais la presse web n'était pas du tout au repos. Les dimanches et les samedis, la presse écrite est généralement au repos. La presse web, les médias en ligne ne sont pas au repos. Ce qui veut dire que l'investissement au niveau du capital humain, l'investissement au niveau des charges salariale ou bien au niveau du personnel est beaucoup plus élevé. Et mieux, vous êtes obligé d'avoir une meilleure gestion des ressources humaines. Pourquoi? Lorsque vous êtes sur le web, c'est l'information en temps réel. Donc, elle doit être rapide. Au moment où vous demandez à un journaliste de la presse écrite, lorsque l'information vient et qu'ils ont déjà bouclé leur parution, il faut attendre le lendemain. Ou même quand l'information se vient la nuit, vous demandez à vos journalistes de rapidement et d'être prompts sur l'information. Surtout que vous êtes concurrencé aussi par les réseaux sociaux. Exactement. Les internautes, les activistes. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous êtes obligé d'avoir une meilleure gestion des ressources humaines comparativement à la presse classique ou comparativement à la presse écrite où, bon, ok, c'est un peu, on peut se permettre. Et puis même, mon cher vis-à-vis l'a dit, qu'il y a un problème de conditions de travail. C'est ça. Alors que ces conditions de travail, vous n'êtes, en tant que promoteur de médias en ligne, vous êtes tenu de régler. C'est de donner une bonne condition de travail à vos collègues. Sinon, vous êtes amené à la disparition, sachant que, et pour finir, sachant que lorsque vous voulez être rentable, c'est surtout basé sur Google, c'est-à-dire c'est surtout basé sur votre positionnement Google. Mais Google est très, très exigeant. C'est-à-dire que lorsque vous avez seulement une journée où vous ne travaillez pas, vous êtes déclassé. C'est ça. Ouais, donc ça fait partie des exigences. Vous, Olivier, qui voulez aujourd'hui aller aux médias en ligne, voilà une exigence. Que faut-il faire aujourd'hui pour que vous puissiez profiter pleinement justement de ce numérique afin que vous ne disparaissiez pas? Bon, déjà, il faut dire que... Bon, très rapidement, parce que ma chef d'édition, Rebecca, me fait des grosses très rapidement, en termes de dépenses et autres, il y a un aspect dont il n'a pas tenu compte, c'est l'aspect le plus important, c'est l'imprimerie. L'imprimerie coûte excessivement cher. Ça coûte même plus cher parfois que les charges salariales. Surtout lorsque vous êtes encadré. Ah ben voilà, donc c'est ce qui fait que les médias classiques sont largement plus coûteux que le web. Je contredis. Je contredis parce que je vais le donner des exemples. Vous investissez en impression. D'accord. Mais ce que nous investissons en termes techniques, parce que vous êtes sur le web, vous êtes tout le temps menacé. Il y a les attaques et tout. Et c'est un très gros investissement qui est tous les jours. Hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de faire ce que vous faites à la fois. Nous faisons de l'imprimé, nous faisons de l'instantané aussi. Nous sommes obligés de faire les deux. Sur le net également. Absolument, c'est ça. À travers vos pages. Oui, vous êtes obligé de le faire. Peut-être pas avec le même rythme, mais nous sommes tenus de le faire maintenant. Donc, d'avoir toutes les branches à la fois, eh bien, ça coûte cher. C'est ça. Ça coûte cher. Merci. Voilà. Donc, mais c'est une réorientation, c'est une réadaptation nécessaire pour pouvoir s'adapter donc à ce que nous vivons, pour ne pas disparaître. Merci à vous, Olivier Alochemé. Je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef du quotidien L'événement précis. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, l'expérience de votre journal. Vous ne voulez pas disparaître, vous voulez vous adapter, vous arrimer à l'évolution
du monde du numérique. Merci à vous. Mais il y a un petit aspect qu'on a oublié. Oh. Très rapidement. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Imaginez, vous allez sur un reportage ou bien on vous invite pour une communication. Vous savez que je suis à la limite triplement payé qu'une presse classique. C'est ça aussi la contrainte. C'est ça. Donc, puisque l'heure est terminée, mais il y a quand même cet aspect des choses qui... C'est tellement intéressant que j'ai bien envie de déjà commencer à vous demander de vous tenir prêt à être invité sur un autre plateau pour en parler plus amplement. Nous allons parler de l'économie numérique, de ce que rapportent justement les médias en ligne. Merci à vous, Arnaud. Je suis disposé. Paul Arnaud Deguénon. Je rappelle que vous êtes le directeur de Bénin Web TV. Mesdames et messieurs, nous allons enchaîner tout de suite avec le dossier de la semaine. Et nous allons parler de la loi sur l'embauche. Vous le savez, une nouvelle loi régit désormais l'embauche au Bénin. Pendant qu'elle est saluée par certains, eh bien, elle est considérée comme une menace pour la sécurité de l'employé. Quelles sont alors les innovations et les implications de cette nouvelle loi sur l'embauche? Eh bien, nous allons en débattre tout à l'heure. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Patrick Adjabodjou. La loi sur l'embauche continue d'alimenter la polémique. Votée par la 7e législature le 21 mars 2017 et promulguée le 29 août de la même année, cette disposition légale ne fait plus obligation à tout employeur d'offrir un emploi permanent à l'employé. Le code du travail qui est déjà là, en vigueur, ce code du travail est trop rigide. Il faut faciliter les possibilités, n'est-ce pas, d'investissement dans notre pays au nom de cela. On a pris cette loi et on a rendu vraiment, on a précarisé le travail parce que là, on peut faire des contrats à durée déterminée ad vitam aeternam. On peut à tout moment mettre un terme au contrat entre l'employeur et l'employé s'il le veut. Et les procédures sont, n'est-ce pas, facilitées. Ça se fait rapidement et puis on ne peut que payer entre 3 mois et 9 mois de salaire. Et donc, c'est autant de choses qui font que le travailleur aujourd'hui, il est dans la précarité. La loi sur l'embauche et la résiliation du contrat de travail seraient peut-être mal comprises et mal interprétées. Approché, l'avocat donne sa lecture de la loi. À mon sens, je ne vois pas en quoi la loi instaure une précarité de l'emploi. La loi instaure plutôt une flexibilité de l'emploi. On peut faire partir de manière plus facile. Ça veut dire que de la même manière, on peut recruter tout aussi facilement. Donc, c'est l'emploi ou le poste étant là, je peux faire partir facilement. Et comme je le dis, je peux également recruter facilement. Si un employé s'en va, c'est un autre employé qui est engagé. Donc l'emploi lui-même est pourvu. Donc on ne peut pas parler de précarité de l'emploi. Il apparaît alors que les points de vue divergent sur le contenu de la dite loi. Désormais, on peut, n'est-ce pas, licencier tous les agents de l'État, même si c'est abusif. Et ça, on a écrit ça noir sur blanc. S'il portait plainte, s'il advenait qu'il remporte le procès, on peut tout au plus lui payer 3 à 9 mois. Sécuriser l'emploi à tout salarié n'est plus un devoir pour tout employeur. Ce dernier peut en effet renouveler autant de fois qu'il le désire le contrat de travail qui le lie à l'employé. La loi n'a pas supprimé les CDI, les contrats à durée indéterminée. La loi ne l'a pas du tout supprimé. En son article 11, la loi a non seulement prévu le contrat à durée indéterminée, mais la loi l'a défini et a explicité les conditions de sa rupture. Sauf que la loi prévoit également que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment. Le droit du travail béninois connaît certes une avancée, avec plus de flexibilité au profit de l'employeur dans la gestion de la main-d'œuvre. En revanche, il ne garantit plus aux travailleurs un emploi permanent. Voilà. Merci à vous, Patrick, pour ce reportage. Nous avons notre invité déjà sur ce plateau, Dr Gildas
Gildas Nonou, voilà, Gildas Nonou, vous êtes spécialiste en droit du travail. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi mon Patrick de tous les dimanches. Bonjour Patrick. Bonjour Roch Akweinou, très chers téléspectateurs de BB24. Bonjour également à vous. Nous parlons de la loi sur l'embauche. Elle est en vigueur au Bénin depuis bientôt 2 ans. Avant d'en venir aux implications de cette loi sur les employeurs et l'employé, nous demandons à notre invité quelles sont les circonstances qui ont motivé le législateur à voter cette loi. Merci. Pour appréhender les circonstances qui ont motivé le législateur à introduire une telle loi dans notre ordonnancement juridique, il nous a paru expédient de scruter l'exposé des motifs de la loi. Et dans l'exposé des motifs, il apparaît clairement que l'objectif poursuivi principalement par le législateur est d'introduire de la flexibilité dans les relations de travail afin de résorber dans une certaine manière le chômage qui devient de plus en plus endémique. En fait, le droit du travail tel que nous l'avons connu depuis le 19e siècle, le 20e siècle, le législateur considère que ce droit du travail n'est plus adapté aux sollicitations économiques modernes, qu'il faudrait démocratiser dans une certaine mesure l'entreprise, donner un peu plus de la liberté à l'employeur pour que celui-ci puisse développer l'entreprise, et quand l'entreprise se trouve développée, il y a une possibilité de recrutement de la main-d'œuvre. Hélas, nous aurions envie de dire il y a une possibilité de se séparer de la main-d'œuvre. Voilà un peu. Vous parliez tout à l'heure de flexibilité. Certainement que nous allons revenir d'un instant à un autre sur de quelle flexibilité parle la loi. Mais oui, de quelle flexibilité parle la loi? La flexibilité dont s'agit, la flexibilité a pour synonyme assouplissement, manque d'intangibilité, malléabilité. Facilité de résilier le contrat. N'allons pas si vite en besogne. Oui, non, nous avons entendu, l'homme de droit l'a dit clairement. Hein. Oui, cette flexibilité s'explique par le fait que l'employeur peut facilement se débarrasser de son employé, comme il peut facilement en recruter. Oui, c'est une connaissance irréversible de la disposition. Mais soit dit en passant, il y a une précision qu'il sied de donner à l'entame de mon propos. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le droit du travail n'est pas moulé dans un modèle intangible. Le droit du travail va en fonction des compromis et des idéologies qu'on veut promouvoir à un moment donné. C'est un rapport de force au quotidien. Et initialement, c'était les travailleurs, et aujourd'hui, le capitalisme est en train de prendre du dessus. Alors, vous voulez dire qu'initialement, c'était les travailleurs qui étaient plus forts, mais aujourd'hui, c'est l'employeur qui est fort. Non, ça n'est pas tout à fait, ça n'est pas tout à fait mon propos. Ce que je vais repréciser mon propos. Oui. En fait, c'était parti du constat que l'on avilissait le travailleur, on ne devrait pas considérer le travail comme une marchandise. C'est pour ça l'interventionnisme étatique s'était imposé pour réglementer dans une certaine mesure ce qui était possible, pour qu'on ne considère pas le travail comme une relation ordinaire dans la sphère contractuelle. C'est ce qui a motivé l'origine du droit du travail, qui était autrefois le droit ouvrier. Mais les choses sont en train de changer. Et le Bénin est sans doute un précurseur et à l'avant-garde de cette loi, parce que dans la sous-région, il n'y a pas encore eu une évolution ou bien une modification en ce sens. Mais nous en viendrons, oui. Dites-moi, quand on analyse l'esprit et la lettre de cette loi sur l'embauche, on s'en rend compte que la loi même ne fait plus obligation à tout employeur d'offrir un emploi permanent à l'employé. À l'analyse, est-ce que l'emploi ne serait-il pas devenu précaire ? Parce que désormais, l'employeur a plus de pouvoir et peut se séparer à tout moment de son employé. Il n'était pas dit que l'employeur n'a jamais manqué de possibilité de se séparer de son salarié.
Parce que le contrat du travail reste un contrat comme tout autre. C'est comme le mariage. On s'entend aujourd'hui, demain on ne s'entend pas, on peut se séparer. Mais vous savez, oui, on peut se séparer. Soit dit en passant, le législateur a sans doute introduit des mécanismes qui facilitent davantage la rupture. Voilà. Quand bien même la rupture, ce ne serait pas une innovation particulière. C'est une innovation parce que dans la loi, il est dit à l'article 13 que le travail abusif, le licenciement, disais-je, abusif, donne droit à une réparation. Donc la loi reconnaît que l'employeur peut licencier de façon abusive. Le licenciement, non. En fait, c'est une interprétation hâtive. Le licenciement abusif existait. On parle de licenciement abusif quand les règles qui doivent sanctionner, qui doivent conduire à la séparation d'un employeur et d'un salarié ne sont pas respectées, soit en la forme, soit au fond. Aujourd'hui, le législateur est intervenu, il a considéré que l'irrégularité qui sanctionne le licenciement à la forme ne peut pas faire qu'on caractériserait ce licenciement d'abusif. Mais le licenciement abusif existait. D'accord. Alors ça existait, je voudrais faire suite à ça. Si la loi reconnaît que le licenciement abusif existe, cette même loi dit que devant la loi, quand on reconnaît que le licenciement est abusif, l'employé n'a droit à une indemnité inférieure à 3 mois ou au minimum à 9 mois de salaire. C'est-à-dire que je peux faire 25 ans de travail et après on me donne 3 mois de salaire. Il y a souvent une équivoque qui aime l'interprétation de cette disposition. Il faut faire la part des choses. Il y a l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts octroyés au titre de l'abus du licenciement. L'indemnité de licenciement demeure et il y a tout un calcul à l'issue duquel on doit déterminer cette indemnité-là. Ce que le législateur a dit et affirmé maintenant, c'est que au cas où le juge va admettre ou reconnaître que le licenciement est manifestement abusif, les dommages et intérêts qu'on pourrait vous accorder sont plafonnés, sont dans une fourchette, soit 9 mois à minima, et 3 mois à minima et 9 mois au maximum. C'est-à-dire 9 mois de salaire au maximum. Cela n'induit pas que les indemnités de licenciement auxquelles vous auriez droit et qui sont calculées au prorata de votre ancienneté, d'un certain nombre de choses, on en fait abstraction. Je voudrais vous demander une interprétation par rapport à l'article 29, que je cite, si vous me le permettez. Si le licenciement est survenu par un motif légitime, sans que le travailleur n'ait la possibilité de s'expliquer, peut-être qu'il est en congé, mais l'employeur décide de se séparer de lui. Ce licenciement, en la forme, n'est pas considéré comme un licenciement abusif. C'est ce que je disais. Avant, il y avait une confusion entre le licenciement abusif en la forme et le licenciement abusif au fond. Maintenant, c'est clarifié. C'est clarifié. Il y a une dissociation de l'irrégularité qui sanctionne le licenciement à la forme et le licenciement au fond. Que dit le législateur? Le législateur dit, si ce que vous avez commis une faute qui mérite que vous soyez sanctionné, alors qu'il y a une procédure qui est décrite par la loi pour prononcer ce licenciement, si vous ne respectez pas cette procédure, le licenciement est irrégulier. Mais cette irrégularité ne doit pas être confondue avec un abus. Il y a une compensation qui va corriger ce préjudice-là et qui est de 2 mois maximum. Je suis employé. En fait, il y a un détail qu'il me plaît d'apporter, c'est que avant, le législateur est parti de quel constat? Il est arrivé, de fait, dans la jurisprudence, les cas existent. Il y a un salarié qui peut commettre une faute et la procédure à l'issue de laquelle l'employeur rompt le contrat peut être cette procédure peut être manifestement irrégulière. Donc, dans l'ancien droit, licenciement abusif, on pouvait octroyer des dommages et intérêts qui sont largement au-dessus de la réparation du préjudice sans considérer
l'intérêt de l'entreprise sans considérer la nécessité de faire vivre l'entreprise après le départ du salarié. Ce sont ces considérations, que ce sont les écarts, et je dois dire, très limités de la jurisprudence qui ont motivé dans une certaine mesure le législateur à aller dans ce sens-là. Mais on peut toutefois dire que le plafonnement auquel le législateur a procédé, il pouvait aller au-delà. Il pouvait aller au-delà en donnant des indicateurs qui pourraient... Ça fait partie des raisons pour lesquelles le travailleur se sent aujourd'hui menacé. Est-ce que dans cette loi, il n'y a pas des articles qui le sécurisent? Vous qui êtes spécialiste du droit du travail, lorsque nous prenons cette nouvelle loi sur l'embauche, est-ce qu'il y a des articles qui confortent l'employé dans son statut? C'est vrai, on a une inclination quasi spontanée à relever dans la loi les éléments qui sont en notre faveur, qui ne sont pas en faveur du salarié, qui ne sont pas en faveur du travailleur, mais les ressorts sur lesquels le droit du travail est bâti, ces ressorts, le paradigme n'est pas totalement changé. Pour preuve, les dispositions de la loi 98 portant code du travail restent toujours en vigueur. C'est sur les dispositions sur lesquelles la loi portant embauche, placement de la main-d'œuvre et résiliation, c'est les dispositions contradictoires qui sont retirées. Donc, les mesures de protection, suspension, de protection de la femme enceinte, ces mesures-là demeurent. En fait, l'idée que l'on doit avoir à l'esprit, c'est que cette loi casse avec le rythme de rente. J'ai réussi à avoir un contrat à durée indéterminée. C'est fini. Cette logique est finie. Et là, vous parlez déjà justement des implications. Oui, cette logique est finie parce que la loi vous introduit dans un élan de compétitivité au travail permanent, de compétitivité permanente. Et vous, par exemple, les légèretés caractérielles qui pouvaient être remarquées dans le comportement du salarié doivent être progressivement diminuées. On va s'y faire. Mais quelque part, cette peur de se faire licencier à tout moment peut susciter ne voyez pas les choses d'un seul côté. Non. Ne voyez pas les choses d'un seul côté. Je voudrais faire allusion, c'est que lorsque l'employé il sait qu'à tout moment, son employeur peut se débarrasser de lui, il prendrait peut-être mieux conscience de son travail pour être à l'heure, exécuter sa tâche, s'il en tire justement des bénéfices. Au même moment, ça peut être aussi considéré comme un asservissement. Asservissement, je trouve que le mot est fort. Mais il ne faudrait pas rester dans une logique linéaire. De la même manière où le salarié a peur que l'employeur se débarrasse de lui, vous pouvez être dans un emploi et fort de la protection, des dispositions quasi intangibles qui prévalaient dans le code du travail. Vous ne pouvez pas vous quitter un emploi pour un autre très facilement. Aujourd'hui, en même temps que la loi introduit une flexibilité au profit de l'employeur, ça l'introduit également au profit du salarié. Donc l'employeur peut facilement quitter aussi. Vous travaillez dans une... Non, il y a des dispositions constantes sur lesquelles on ne peut pas faire abstraction. Je voudrais vous poser cette question. Je suis par exemple employé dans une administration. Je fais bien mon travail. Je ne veux pas être remercié à tout moment. Quelles sont les circonstances dans lesquelles mon contrat de travail ne peut être résilié? Les circonstances dans lesquelles, en fait, si on dit l'employeur doit résilier, si vous êtes sous contrat à durée indéterminée, et l'innovation majeure et qui cause la fracture avec le droit du travail antérieur, c'est la possibilité de renouvellement indéfini du CDD. C'est-à-dire que vous êtes embauché 2 ans, on dit renouvelable par tacite reconduction. On peut dire ça. Renouvelable par tacite reconduction, c'est-à-dire on a la possibilité de le renouveler autant de fois qu'on veut. On n'en parle même pas. Quand ça va à terme, ça se renouvelle aussitôt.
les conditions dans lesquelles, pour en revenir à votre question, l'employeur peut aller à licenciement, elles n'ont pas véritablement changé. Il doit avoir une cause objective et sérieuse. Le licenciement doit être motivé. Ces exigences n'ont pas changé. Mais vous savez... ces exigences n'ont pas changé. Vous savez, je vous donne un exemple un employeur qui veut, par exemple, de son employé femme, et qu'il harcèle et qui ne cède pas, vous ne voyez pas que cette femme est plus fragile par rapport à cette loi? Et cette fragilité existait déjà. Au cas où elle ne... Non, mais avec cette fragilité existait déjà. Et les relations humaines amènent à des choses que l'on ne prévoit pas forcément au début. Il y a toujours des heurts. Les relations de travail sont émaillées de conflits et de contestations. Et ces contestations existeront toujours. Et j'ai envie de dire, l'employeur a plus de facilité aujourd'hui, a une certaine facilité, je vais dire, à faire pression. Parce qu'avant, contrat à durée déterminée, renouvelable une fois, au-delà de ce premier renouvellement, on tombait d'office sous le régime du CDI. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. En même temps que ça introduit une compétitivité, et je suis mal à l'aise de devoir admettre, parce que les vérités sont constantes, que si l'employeur est de mauvaise foi, il pourrait en abuser. Mais le législateur a également pris en compte l'intérêt de l'entreprise. D'accord. L'intérêt de l'entreprise. Et l'autre chose aussi, on nous dit qu'il ne reste que 2 minutes. Une dernière question. Je voudrais votre appréciation par rapport à l'article 5 qui est au niveau du contrat de travail à temps partiel. On dit que tout employeur peut utiliser les services d'un employé étranger. Cela vous traduit que si je suis dans la fonction privée, mon employeur peut décider de ne pas utiliser la main-d'œuvre locale et faire recours simplement à la main-d'œuvre étrangère, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que nous sommes en train d'encourager le travail sur place? Il faut être nuancé, parce qu'il y a des dispositions qui encadrent le recours à la main-d'œuvre étrangère. Et ça n'est pas parce qu'il y aurait une disposition isolée, notamment l'article 5 ici, que les dispositions prévues antérieurement quant à conditions que doivent remplir cet étranger pour être utilisé comme main-d'œuvre locale ne doivent pas être utilisées. Ces conditions doivent être remplies. J'avais pensé, quand vous avez évoqué le travail à temps partiel, que vous voulez dire de quoi cela retourne. En fait, le travail à temps partiel c'est l'un des mécanismes de la flexibilité. Vous êtes une petite entreprise, vous avez peut-être besoin d'un responsable de ressources humaines, mais vous n'avez pas les moyens de l'employer à plein temps et de lui payer le salaire correspondant. Il peut travailler chez vous 4 heures par semaine et il a la possibilité de multiplier ses bouts de travail et en même temps qu'il reste indépendant c'est plus rentable. Non, mais c'est bien, hein, et toutes ces explications que vous donnez. L'autre implication sur laquelle nous allons peut-être finir, parce que le temps imparti est déjà épuisé. Aujourd'hui, vous entrez dans la fonction publique, vous n'êtes plus amené à dire « j'ai 30 ans à faire ». Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez être envoyé quelque part rapidement. Est-ce que cela ne suscite pas aujourd'hui l'auto-entrepreneuriat au niveau des jeunes qui entrent en fonction publique? Beaucoup ont toujours pensé que le travail dans la fonction publique est une rente, est une garantie éternelle. C'est une erreur. À tort. Et le modèle anglo-saxon promeut par ailleurs davantage l'entrepreneuriat que le travail dans la fonction publique. Et si cela peut constituer une alternative, je ne dirais pas qu'en soi, les dispositions qui sont prévues sont assurément bonne. Il y aura des nuances à opérer par endroits dans le raisonnement. Mais il faut que la main-d'œuvre comprenne aujourd'hui que pour prospérer, pour faire développer la nation et se développer soi-même, l'entrepreneuriat est le modèle à privilégier. Je voudrais conclure pour dire à nos chers téléspectateurs que le droit du travail béninois, au vu des explications de notre consultant, de notre docteur en droit privé, a considérablement avancé.
et donne plus de flexibilité à tout employeur de mieux gérer sa main-d'œuvre. Mais ce droit du travail ne garantit pas, peut-être, un travail permanent à l'employé. D'accord, merci à vous, Patrick Kadiagodjo, pour votre conclusion. Merci, hein, ça a été un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Nous allons vous inviter de temps en temps pour venir entretenir nos téléspectateurs sur ces questions juridiques du droit de travail. Oui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Week Echo d'aujourd'hui a été un peu spécial. C'est fini. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous avec le même plaisir dimanche prochain à partir de 11h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.